Bonjour Louise, merci d'être venue. Est-ce que tu mènes la liste Union étudiante? Est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, alors moi je suis Louise, donc étudiante en master de géographie à Paris-Cité, du coup à l'université Paris-Cité. Ça fait voilà 2 ans que je suis à l'Union étudiante. Donc je fais partie aujourd'hui de la branche locale de Paris-Cité qui s'appelle ECUM, donc voilà le syndicat étudiant de Paris-Cité. Voilà. Et du coup avant j'étais à Paris 4, donc à Sorbonne Université, et j'étais du coup au SUSY, la branche locale de l'Union étudiante là-bas. Ok. Donc l'Union étudiante, c'est un syndicat récent qui est né d'une fusion en 2023. Ouais. Et vous avez fait une percée assez historique en 2024 en devenant la première force dans plusieurs crous. Est-ce que assez rapidement, tu pourrais nous expliquer comment il y a eu ce succès dans votre liste face à des syndicats quand même historiques de Ouais, fac? bah, je pense que nous, notre spécificité et ce qui fait notre force aussi, du coup, ça va être le local et vraiment la force des syndicats locaux. Parce que on axe énormément sur le fait que les syndicats locaux ont leur manière de fonctionner en fonction des contextes, ont leur autonomie. Et effectivement, il y a une coordination quand même nationale, dans, par exemple, des temps de cohésion nationaux, on est, une fédération de syndicats. Hem, mais pour autant, on n'a pas, du coup, de trop d'ascendance, on va dire, du national au local. Et donc vraiment, c'est ce qui fait notre force parce que, du coup, ça fait que on est capable bah, d'être vraiment spécialisé en fonction de nos contextes locaux pour les universités qui nous intéressent. Donc, par exemple, à Paris-Cité, par exemple, la spécificité de Paris-Cité en ce moment, ça va être le projet de grand établissement. Donc, il y a un truc assez complexe. Et du coup, à Ecum, on est pas mal spécialisé là-dedans. Et du coup, ces différents contextes-là permettent aussi de favoriser un lien et une connaissance de pas mal de sujets assez, je dirais, assez enrichissante, quoi. Voilà. Ok. Ce qui caractérise aussi l'Union étudiante, tu l'as dit, c'est vraiment le côté local, mais c'est Mmh. aussi votre slogan qui est assez clair et quand même très politique, Union étudiante contre Macron et l'extrême droite. Pourquoi vous avez choisi cette étiquette et est-ce que vous n'avez pas peur que dans le contexte des élections Crous, ça puisse un peu perturber les étudiants? Alors, je pense pas parce que pour nous, en tout cas, c'est une analyse politique, qu'on fait de la situation. C'est que, aujourd'hui, la situation de précarité des étudiants et des étudiantes, pardon, elle est, structurelle, et elle est le résultat de politiques austéritaires de la Macronie. Donc maintenant depuis maintenant, 2 mandats présidentiels, où on nous a imposé, par exemple, les plateformes de Parcoursup et Mon Master qui augmentent le tri social à l'université, mais aussi, je sais pas, par exemple, je pense à la création de la CVEC, donc la taxe étudiante que tout le monde paie, quand on est étudiant. Donc on a vraiment cette idée que, la précarité étudiante, elle a été aggravée, par les politiques austéritaires de Macron. Mais en plus de ça, Macron marche aujourd'hui main dans la main avec l'extrême droite. On peut penser notamment, aux politiques, de préférence nationale, qui entrent petit à petit à l'université. Je sais pas, si vous en avez, entendu parler, mais par exemple, il y a eu, toute une étude qui a montré que, que le nom, des étudiants et des étudiantes, qui n'avaient pas de consonance, «française» entre guillemets, en fait, ils avaient beaucoup moins de chances, d'être pris, dans des formations. Donc ça, c'est notamment une étude de Londes qui l'a montré, ces dernières années. Mais aussi, on peut penser, au projet de loi de finances 2026, dans laquelle, certes, on a obtenu le repas à 1 € pour tous et toutes, et on pourra en vrai y revenir plus tard parce que c'est assez intéressant aussi. Dans ce projet de loi de finances 2026, du coup, a été adoptée la suppression des APL pour les étudiants étrangers. Ouais, et du coup, on voit vraiment que, les aides sociales pour les étudiants étrangers, ça fait partie d'une des conditions qui leur permet de venir vivre et étudier en France. Voilà, donc si on supprime ça, disons que ça va pas aider à faire venir les étudiants, et c'est du coup une mesure encore qui renforce le tri social et raciste à l'université aujourd'hui. Justement, tu parlais des mesures que vous avez déjà prises pour lutter contre cette austérité. Et,
Et donc, je voulais revenir un peu sur le bilan de les actions que vous avez déjà menées Mmh. Mmh au mh. conseil d'administration du Crous. Votre poids actuel, c'est 3 sièges sur 7. Et Mmh. est-ce que tu penses que cette présence, ça vous permet de jouer le rôle d'une force d'opposition et par exemple de bloquer l'augmentation des loyers comme vous aviez essayé de le faire déjà au conseil d'administration? Alors, je pense que spécialement pour l'augmentation des loyers, hem, c'est compliqué parce que c'est une bataille maintenant, qui dure maintenant depuis 3 ans parce que, Macron, comme, tu l'as dit, augmente, les loyers, petit à petit, chaque année. Donc c'est, pour refaire un petit élément de contexte, c'est, une augmentation des loyers de environ 3,5 du loyer mensuel de chaque étudiant et chaque étudiante, dans les résidences Crous. Donc en termes de loyer mensuel, ça représente, quelques euros, hem, qui, au fur et à mesure de l'année, ça fait beaucoup et surtout quand on augmente ça, 3 fois de suite. Donc là, effectivement, il va y avoir une augmentation des loyers, qui va être annoncée en mars 2026 et ce qu'on n'avait pas fait avant parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a essayé de se mobiliser sur la question, l'année dernière. Mais là, ce qu'on n'avait pas fait avant, c'est que on a beaucoup plus anticipé et on est allé voir les étudiants sur le terrain, en leur expliquant ce qui était en train de se passer, en faisant, tourner une pétition, qui, franchement, a, est en train en tout cas de bien, de vraiment, jouer son rôle déjà, en alertant les étudiants, en informant les étudiants sur la situation, en disant que c'est pas normal, et du coup, en récoltant un certain nombre de signatures qu'on n'avait pas avant. Voilà. Donc ça permet, de construire le rapport de force qu'on pourra avoir avec face à l'administration, en mars. Merci pour ta réponse. Et tout à l'heure, tu évoquais aussi les repas à 1 € au Crous. Et pendant le mandat précédent, justement, vous vous êtes battu pour le repas à 1 € pour Mmh. toutes et pour tous, même pour les non-boursiers, alors que le réseau avait servi 23,6 millions de repas à 1 € en 2024, mais principalement pour les boursiers. Et justement, qu'avez-vous fait concrètement au conseil d'administration pour forcer l'ouverture à tous les autres, à tous ceux qui n'étaient pas boursiers et qui bénéficiaient pas du repas à 1 €? Alors, on a essayé déjà de mettre en place, la loi Lévy. Donc c'était, une loi qui permettait en fait, de, hem, de en fait, en gros, quand tu es étudiant mais que tu habites loin, d'un, resto universitaire, heu, souvent à plus de 20 minutes, après ça dépend comment le Crous calcule et cetera, mais quand tu habites à plus de 20 minutes de trajet, d'un resto universitaire, tu vas être dans ce qu'on appelle une zone blanche. Et la loi Lévy, elle voulait mettre en place, en gros, heu un chèque à disposition des étudiants, hem, pour leur permettre, de s'alimenter, en dehors des restos universitaires. Parce que, c'était trop loin. Donc c'était un chèque qui était, de 40 € par mois environ. Heu et avec l'Union étudiante, on a poussé à son application parce qu'avant la loi Lévy n'était pas appliquée. Donc on a vraiment poussé à son application. Maintenant, on reste quand même très critique de ce dispositif parce que, on considère que, déjà 40 € pour, se nourrir dans un mois, quand on a, environ, 60 repas, si on ne compte pas le petit déj, par jour, c'est carrément peu. Enfin, ça fait environ 70 centimes, par repas et donc du coup, de un, c'est carrément pas assez pour chaque, étudiant et étudiante. Mais en plus, hem, ça finance les entreprises privées et ça ne fait pas tourner le service public. Voilà. J'espère que ça Merci répond à ta de question. nous avoir éclairé sur ce point. Et du coup, j'aimerais revenir aussi sur plusieurs parties de votre programme pour cette élection. Tout d'abord, pour commencer, ça ne fait pas partie du programme, mais c'est qu'est-ce qui vous différencie principalement et réellement de l'UNEF dont vous êtes en partie issu ou du point levé? Alors pour, l'UNEF, du coup, c'est, ce que je disais juste avant, en parlant, déjà de notre, côté local. Et en plus de ça, je dirais qu'on est, beaucoup plus revendicatif. Dans le sens où, en fait, on va pas essayer de enfin, on va pas trahir. Dit comme ça, c'est un peu un gros terme. Par exemple, durant notre dernier mandat au Crous de Paris, il y avait eu la question de la suppression du centre d'appel, heu, qui, en gros, qui centralisait tous les en gros, quand tu appelais le Crous, tu tombais sur, des étudiants salariés du centre d'appel, du Crous de Paris. Sauf que le Crous, pour rationaliser les dépenses, a voulu mutualiser le centre d'appel en
en incluant dans ce centre d'appel les Crous Île-de-France, donc plus uniquement Paris, mais aussi Versailles et Créteil, et en délocalisant. Donc le centre d'appel n'était plus situé à Paris, mais dans une autre ville en France. Je ne me rappelle plus laquelle c'est exactement. Avec l'Union étudiante, on a essayé d'alerter sur la question, et notamment on a été auprès des étudiants salariés à ce moment-là, parce que du coup, les étudiants salariés, on est allé les voir et on leur a dit dans 2 semaines, vous n'avez plus de taf. Donc c'était compliqué, clairement, et on a essayé d'organiser des grèves avec eux, etc. Et à côté de ça, l'UNEF, par exemple, n'était pas du tout présente pour cette mobilisation contre la fermeture du centre d'appel. Donc voilà, c'est quelque chose que nous, on dénonce, qu'on dénonce, de manière, voilà, on tient notre position et on tient notre ligne en disant que, voilà, si on est là pour les étudiants, on sera là jusqu'au bout. Et vraiment, on essaye de faire appliquer et d'accompagner les étudiants jusqu'au bout. On peut notamment aussi penser, par exemple, au moment où les étudiants avaient été virés de leur logement Crous pour les JO, par exemple. Pareil, l'UNEF ne s'est pas mobilisée sur la question du tout. Et nous, on a essayé de batailler pour que ce ne soit pas le cas. Et en plus de ça, du coup, on a quand même, du coup, c'est quand même passé malgré le fait qu'on ait essayé de se battre par rapport à ça. Et même quand c'est passé, on est resté auprès des étudiants pour essayer de mobiliser le plus de moyens possible, en fait, pour pas les faire galérer. Donc, par exemple, on a poussé à leur relogement autre part, et on a poussé aussi au fait qu'ils puissent avoir le choix de rester dans la résidence Crous dans laquelle on les avait relogés, ou de retourner dans leur résidence Crous après les JO 2024. Voilà. Et encore une fois, c'est par exemple une question où l'UNEF n'était pas du tout présente. Ce qui nous différencie du Point Levé, c'est que le Point Levé n'est pas un syndicat. C'est un collectif de jeunesse du parti Révolution Permanente. Ça fait que du coup, ils sont beaucoup moins spécialisés sur les questions étudiantes, qui sont pas formés, ils n'ont pas de formation de syndicaliste en tant que tel, et donc à partir de là, leur efficacité dans les conseils ne pourra pas être la nôtre. Voilà. Merci de nous avoir éclairé sur ces points. Et du coup, pour revenir sur le programme de façon plus concrète, il y a un chiffre qui est assez marquant dans votre profession de foi. C'est 1288 €. C'est le montant du revenu étudiant que vous demandez. Et je voulais savoir pourquoi ce montant précis et comment vous comptez le financer alors que le budget global des bourses est déjà de 2,4 milliards d'euros. Et est-ce que désolée, c'est un petit peu long la question. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça reste une promesse qui ne sera pas forcément tenable? Alors, effectivement, quand on voit ce chiffre-là, ça peut faire peur à tous les étudiants, parce qu'on se dit, en fait, pourquoi? 1288 €, ça paraît énorme, etc. En fait, 1288 €, c'est le seuil de pauvreté aujourd'hui en France. Aujourd'hui, il n'y a aucun étudiant, pratiquement, ou en tout cas c'est très rare, qui vit avec 1288 € par mois. C'est-à-dire que la plupart des étudiants, quand ce n'est pas la quasi-totalité, vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et c'est ce qui participe à notre précarisation. À partir de là, du coup, le revenu d'autonomie, il permet à chaque étudiant de sortir de la précarité, et donc de détruire le côté structurel de la précarité étudiante, mais il permet aussi une indépendance financière vis-à-vis de la famille. Parce qu'aujourd'hui, on considère que le système de bourse n'est absolument pas suffisant, et il est infantilisant. Par exemple, déjà le fait que ton montant, ton échelon à la bourse soit calqué sur le revenu de ta famille, alors que ça n'a pas du tout de ressort par rapport à toi. Et en plus, le fait que l'échelon maximal aujourd'hui des bourses, donc l'échelon 7, c'est 630 € par mois. 630 € par mois, c'est la moitié du seuil de pauvreté. Voilà, donc c'est archi pas suffisant, surtout quand on voit les loyers qu'on paye. Du coup, comment le financer? Alors, cette mesure, effectivement, ça peut être un peu une promesse électorale un peu idéaliste, mais nous, on insiste vraiment sur le fait que c'est une mesure concrète et pragmatique. C'est-à-dire que pour financer le revenu d'autonomie, il nous faudrait 47 milliards d'euros. 47 milliards d'euros, ça paraît beaucoup. Mais il y a tout un
tas de mesures qui permettent de financer 47 milliards d'euros. Et en fait, ces 47 milliards d'euros feraient partie d'une branche de la sécurité sociale qu'on mettrait en place pour la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, en gros, la sécurité sociale, elle est construite en fonction des différents âges de la vie. Quand tu es enfant, tu es notamment protégé un peu par tout ce qui est allocation familiale, etc. Quand tu es adulte, tu es plutôt protégé par le chômage et tout ce qui a trait au travail. Et quand tu es vieux, il y a la retraite. Bon, on peut émettre plein de critiques sur ces dispositifs-là, je pense. Mais du coup, nous, on se concentre sur les étudiants, là. Et quand tu es jeune, du coup, tu te retrouves dans un entre-deux un peu où tu plus enfant. Donc, tu n'as plus les aides qui te protègent. Mais en même temps, tu n'es pas vraiment considéré comme adulte parce que tu travailles pas forcément à côté. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'étudiant, en tant que jeune travailleur intellectuel, doit avoir accès à un revenu d'autonomie. Cette nouvelle branche de la sécurité sociale, dans laquelle serait inclus le revenu d'autonomie, serait financée à 1,15% sur déjà les cotisations patronales. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a les 2,4 milliards de l'argent des bourses dont on a parlé juste avant, qui du coup seraient reversés dans les 47 milliards que demande le revenu étudiant. Il y aurait ensuite, c'est un peu complexe, mais si jamais il y a besoin de un peu plus de précision, on a un dossier sur notre site internet qui reprend vraiment la façon dont sera financé le revenu d'autonomie. On a 1,4 milliard à peu près qui consiste au redéploiement des exonérations d'impôts, donc notamment par exemple par la suppression de la demi-part fiscale. On a aussi du coup environ 8 milliards qui seraient qui correspondraient à la suppression du crédit impôt recherche, qui nous on considère que c'est un véritable cadeau pour les entreprises et que du coup il faudrait le supprimer. Ensuite, on aurait 8,8 milliards à peu près qui seraient dans le redéploiement des aides aux entreprises pour l'apprentissage. Et enfin, il nous resterait du coup à peu près 15 milliards qu'on irait chercher dans les poches des riches. Donc, notamment en taxant les riches. Là, on peut par exemple penser à la taxe Zuckman qui s'intéresse à la taxation du patrimoine des milliardaires. Merci pour ta réponse. Et du coup, pour rester sur le thème des budgets, dans votre programme, vous proposez aussi la suppression de la CVEC. Pourtant, la CVEC, en 2023, elle a financé 21 millions d'euros de projets concernant la santé mentale, la culture, mais aussi le sport. Et vous proposez comme alternative un budget dédié. Déjà, je voulais savoir exactement en quoi ça consistait, mais aussi, est-ce que vous avez si vous aviez des moyens de le garantir, et si vous n'aviez pas peur qu'en coupant la CVEC, justement, on coupe les moyens qui sont alloués au sport, à la culture et à la santé mentale? Alors, c'est une très bonne question. Du coup, la CVEC, effectivement, nous, on considère que c'est une taxe étudiante qui n'a pas lieu d'être. Ça peut paraître un peu bizarre parce que du coup, on se dirait, en fait, comment ça? Parce que la CVEC, elle finance des projets, donc ce serait pas normal de la supprimer parce que du coup, ça voudrait dire il y aurait plus de projets financés par ça. Déjà, la CVEC, depuis les mandats de Macron, a énormément augmenté. Enfin, énormément. Elle a augmenté. Mais en plus de ça, ça pousse à dire que ce n'est pas l'État qui finance les projets étudiants, mais c'est les étudiants eux-mêmes. Alors que avant les mandats de Macron, parce que c'est Macron qui a mis en place la CVEC, avant les mandats de Macron, c'était l'État qui finançait les projets étudiants. Et quand on voit aujourd'hui parfois la manière dont sont construits les projets étudiants, on est en droit de se poser la question, pourquoi réellement est utilisée la CVEC? Je pense par exemple, il y a, je sais pas, par exemple des week-ends d'intégration de BDE, par exemple, qui vont mettre du coup en place tous les systèmes de bizutage qui sont interdits par la loi, et ces projets-là sont financés par la CVEC. Voilà. Donc c'est des choses où qu'on est en droit de critiquer. Nous, on insiste vraiment sur le fait que des projets étudiants, le financement de projets étudiants, oui, mais pas par les étudiants eux-mêmes, mais par l'État.
on revient à la compétence de l'État. Merci pour ta réponse. Et j'avais une dernière question. On l'a vu avec votre slogan, vous placez la lutte contre l'extrême droite au cœur de votre programme, pardon. Mais concrètement, comment ça se traduit au quotidien dans un Crous, la lutte contre l'extrême droite? Déjà pour les élections, le fait qu'il n'ait aucun siège. Et donc ça va être un peu très théorique, mais plus les étudiants votent pas pour l'extrême droite, moins il y aura de chances que l'extrême droite ait des sièges. Et donc là, il y a un véritable enjeu en fait à pousser les étudiants à aller voter parce que les taux de participation sont extrêmement faibles. C'est autour de 8 à 10% pour les élections Crous, ce qui est beaucoup plus important que, par exemple, que pour les élections universitaires. La riposte antifasciste se fait aussi du coup par le fait d'aller voter, par le fait d'utiliser sa voix pour éviter que ces organisations-là passent. Parce que ce serait juste une grosse régression parce que qui dit un siège au conseil d'administration du Crous, il y en a 7. Donc en vrai, ça paraît peu et on peut se dire, en fait, l'extrême droite, c'est pas grave, elle va rester doucement à sa place parce que personne sera d'accord avec elle. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué parce que au conseil d'administration du Crous, ça va être des budgets qui vont être discutés, qui vont être votés, des orientations politiques qui vont être prises et plein d'informations que l'extrême droite, que ce soit l'Uni ou la cocarde, des informations auxquelles elles pourront avoir accès. Et en ayant ces informations-là, elles pourront aussi, avoir des moyens de mener une bataille culturelle et une bataille médiatique très importante. Par exemple, vis-à-vis de la préférence nationale. Il y a une de leurs mesures phares qui est, par exemple, d'exclure les étudiants étrangers des résidences Crous. Du coup, s'ils ont accès aux chiffres et aux stats ou à des choses un peu plus précises des résidences Crous, qu'elles soient parisiennes, qu'elles soient d'Île-de-France ou partout en France, et en fait, ça leur permettra, eux, de structurer leur bataille médiatique. Donc, il y a réellement un vrai enjeu, et c'est pour ça aussi qu'on alerte et qu'on dit, là, les gars, il faut se réveiller, il faut aller voter, allez-y, quoi, parce que en fait, si nous, les étudiants, et si nous, les listes, on le fait pas, personne ne le fera. Voilà. Et en parlant d'aller voter, est-ce que tu pourrais nous dire quelques derniers mots en 30 secondes pour nous convaincre justement d'aller voter pour vous? Voter Union étudiante, déjà, c'est organiser la riposte contre Macron, contre l'extrême droite, comme le dit notre non-liste, mais c'est aussi permettre l'accès à la représentativité étudiante par des élus combatifs et combatives dans les conseils. Alors, pour commencer, vrai ou faux, il y a 9 sièges étudiants au CA? Faux. Du coup, il y en a 7. Alors, c'est très intéressant pour les conseils d'administration du Crous parce que par rapport aux conseils universitaires, par exemple, la représentativité étudiante est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il y a environ 24 membres du conseil d'administration dans le Crous et il y a 7 étudiants. Donc, ça représente plus d'un quart des conseils d'administration. Là où, par exemple, dans les conseils universitaires, il va y avoir 3 élus étudiants pour 30 personnes. Ça dépend des facs, donc c'est pas un chiffre tout pile, mais c'est pour donner une idée. Et ça, c'est dû notamment à l'héritage historique du Crous, qui a été créé à la base par les étudiants, pour les étudiants. Vrai ou faux, la CVEC était de 100 € cette année? 103, je crois. Ouais, c'est 105. 105. Mais c'était presque. Aïe, aïe, aïe. Vrai ou faux, les votes pour cette élection sont uniquement en ligne? Vrai. Et un dernier, vrai ou faux, les élus étudiants votent pour élire des représentants CA du CNUS? Vrai, du coup. C'était vrai. Voilà. Merci.